Alors, en principe, nous sommes en direct. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Alors, dans quelques minutes, on va commencer notre live Facebook, avec Serge Tisseron, qui est mon invité ce soir et qui nous fait le grand plaisir, le grand honneur de nous rejoindre pour parler des écrans, de comment bien vivre les écrans en famille. On va laisser tout le monde arriver. Je vais vérifier qu'on est bien en ligne sur Facebook. Si nous sommes en direct. Voilà, ça marche bien. Comment bien vivre les écrans. On va laisser tout. Alors. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On va commencer dans quelques petites minutes, le temps que tout le monde arrive. Bonsoir à tous. Allez, je vous propose qu'on commence. Donc bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui vont nous rejoindre, tous ceux qui vont nous regarder aussi en replay, puisque vous êtes nombreux à nous regarder en replay sur Facebook et sur YouTube. Et merci Serge Tisseron d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychiatre, vous êtes fondateur de l'association 36912 et spécialiste donc de comment bien vivre, je pourrais dire, les écrans en famille. J'ai une première question à vous poser peut-être pour introduire, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet? Maintenant, beaucoup de gens s'intéressent à ce sujet, comme vous savez. Et alors, le hasard de ma naissance qui fait que
je suis né, j'ai grandi dans une famille où la télévision a été introduite très tôt parce que mon grand-père vendait d'abord des radios puis des téléviseurs. Donc, bien que ma famille soit très modeste, ma mère a bénéficié d'un téléviseur très vite. Donc, très vite, j'ai grandi avec la télé. Et puis même avant la télé, parallèlement à la télé, j'ai été un grand amateur de bande dessinée, au grand désespoir de mes parents qui ne me voyaient jamais ouvrir un livre. Et donc j'ai grandi avec les images. Et ensuite, lorsque je suis devenu psychiatre, psychologue, psychanalyste, je me suis aperçu que beaucoup de gens disaient beaucoup de mal des images sans vraiment les avoir pratiquées. Donc je me suis dit, ben, c'est important d'aider les gens à savoir comment gérer les environnements d'image. C'est d'abord la bande dessinée, le cinéma, la télévision, et puis les jeux vidéo, et puis les réseaux sociaux. Il faut aider les gens pour qu'ils comprennent que le problème, c'est pas les images qui nous sont rendues disponibles. Le problème, c'est la difficulté que nous avons à les gérer de manière raisonnable. D'où cette idée 3, 6, 9, 12, parce que les parents doivent apprendre à gérer les images pour eux-mêmes, évidemment, l'environnement médiatique pour eux-mêmes, mais les parents doivent aussi introduire les écrans aujourd'hui et les images de manière générale dans la vie de leur enfant au bon moment et dans les bonnes proportions. Donc 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, et puis au-delà, bien entendu. Et vous, ce que vous dites, c'est que ça suffit pas en fait de dénoncer les dangers. Alors ça, tout le monde le fait, tout le monde dit quels sont les dangers. Vous, ce que vous dites et votre credo, si j'ai bien compris, c'est finalement il faut encourager une démarche de plaisir, de créativité. Et je fais le lien avec ce que vous disiez avec la bande dessinée, peut-être dans le même esprit que la bande dessinée finalement. Oui, exactement. Alors d'autant plus que les technologies numériques permettent quelque chose de fabuleux, qui est que nous pouvons aujourd'hui ne plus être seulement des consommateurs d'images. Quand j'étais enfant, nous lisions des bandes dessinées, nous regardions la télévision, nous allions au cinéma. Aujourd'hui, évidemment, on peut encore faire la même chose. On peut évidemment aussi regarder des séries sur la télévision ou sur son smartphone, mais on peut aussi, avec les outils numériques, devenir créateur de ses propres images. C'est pour ça que j'encourage tous les parents, dès que leur enfant a 7-8 ans, à leur offrir un appareil photographique numérique pour que l'enfant puisse commencer à fabriquer ses propres images. Et puis on en parle en famille, les parents montrent leurs photos, les enfants montrent leurs photos, et du coup, il y a une atmosphère de créativité qui fait que tout le monde en bénéficie. Les enfants montrent ce qu'ils font et en sont gratifiés, puis les parents connaissent mieux les centres d'intérêt de leurs enfants. Et donc, si vous voulez, de façon générale, ce qui m'a paru important, plutôt que de dénoncer les dangers des écrans, ce que j'ai fait bien sûr, parce que mon premier livre s'appelait Y a-t-il un pilote dans l'image, comment éviter les 6 dangers des images. Mais ce qui m'a toujours paru important, c'est de mettre en avant ce qu'on appelle les facteurs de protection. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des problèmes avec les images, mais aussi il y a des manières de se protéger des problèmes avec les images. Et aujourd'hui, je trouve qu'on parle trop des dangers et pas suffisamment des facteurs de protection. Et justement, vous avez dû voir ces dernières années peut-être l'essor des écrans, l'essor des nouvelles technologies. Peut-être, vous nous direz, mais peut-être que ça commence de plus en plus tôt, qu'on met dans les mains des enfants des écrans de plus en plus tôt. Et le récent confinement aussi, les récents confinements ont dû certainement accélérer cette tendance. Oui, complètement. Alors, vous savez, il y a des parents qui d'abord ne connaissent pas vraiment les dangers des écrans pour les tout petits. Alors, c'est pour ça que je prends souvent une comparaison avec la nourriture. Par exemple, je dis, écoutez, en tant que parent, est-ce que si vous faites un saladier de crème au chocolat, vous le laisseriez sur la table basse du salon avec une cuillère à côté, alors que votre tout petit crapahute dans cette pièce? Non, vous ne le feriez pas. Et puis, si vous donnez de la crème au chocolat à votre enfant, vous lui en donnez dans une assiette, vous lui en donnez une portion, vous ne le laissez pas manger tout ce qu'il veut. Voilà. Et même s'il n'est pas content parce que son grand frère ou sa grande sœur en a plus que lui, vous lui dites c'est normal, toi tu es plus petit. Voilà. Et donc, à partir de là, ça permet de comprendre qu'il ne faut pas que les parents hésitent à limiter les consommations d'écran des tout petits, parce que le bébé, par exemple, le tout petit, avant 3 ans, il n'arrive pas à gérer les images. Si vous voulez continuer la comparaison d'alimentation, il ne les digère pas.
Alors, ça ne veut pas dire que la crème au chocolat, le beefsteak, les frites, ça ne soit pas bon. Mais en revanche, dans le biberon du bébé, ça passe pas. C'est pour ça qu'on donne une nourriture spéciale au bébé. Donc avant 3 ans, il vaut mieux éviter les écrans. Vous voyez, c'est assez facile à comprendre. Puis quand l'enfant grandit, à partir de 3 ans, on va essayer de lui fixer un temps d'écran, un petit peu sur le modèle du repas d'ailleurs. Lui dire, écoute, on ne grignote pas toute la journée, on mange heure fixe, ben, tu vas avoir un temps d'écran. Donc, par exemple, un temps d'écran qui est par exemple fixé une demi-heure, un quart d'heure, à 1 heure. Ça, c'est à eux de décider. L'important, c'est qu'ils s'y tiennent. Et puis, l'enfant aura droit à ce temps d'écran entre 3 et 6 ans avant une activité qui lui plaît beaucoup. Comme ça, on est sûr qu'il arrête. Par exemple, il a son temps d'écran à 6 heures de l'après-midi ou à 7 heures du soir. Et donc, du coup, comme ça, l'enfant est habitué à avoir sa tranche d'écran. Alors, après 6 ans, il ne faut pas continuer sur cette voie-là, parce que si jamais la télé tombe en panne, il va hurler qu'il veut son temps d'écran. Après, il a grandi, on peut lui expliquer qu'il peut gérer son temps d'écran tout seul, on lui achète un petit carnet pour marquer les choses. Vous voyez, l'idée, c'est donc d'augmenter progressivement la quantité, et puis surtout, d'essayer de choisir des programmes. Voilà, il y en a beaucoup, hein, beaucoup de revues, il y a des conseils pour que les parents choisissent des programmes, et prendre du temps pour parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait avec les écrans, parce que les choses positives qui peuvent résulter de la pratique des écrans, parce qu'il y a quelques gens qui n'apprennent absolument pas, c'est à parler, à s'exprimer, à construire des phrases. Et donc, du coup, c'est très, très important de parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait avec les écrans, pas pour contrôler ce qu'il fait, mais pour l'inviter à construire des phrases, à raconter. C'est ce qu'on appelle la compétence narrative, c'est quelque chose qui rend d'immenses services dans la vie. On n'est jamais seul quand on sait raconter et se raconter. Voilà. Et donc après, pour aller vite, hein, quand l'enfant grandit, on va évidemment, à partir de 6 ans, comme je vous disais, privilégier des activités de création. Et puis quand l'enfant grandit encore, qu'il arrive à l'adolescence, il va évidemment vouloir des outils numériques dans la chambre. Et là aussi, on peut prendre une comparaison alimentaire. On peut lui dire, écoute, il y a un réfrigérateur dans la maison, on ne va pas t'en installer un autre dans ta chambre. Si tu veux quelque chose la nuit, eh bien, tu viens dans la cuisine. Donc voilà, éviter les outils numériques la nuit dans la chambre, aussi bien d'ailleurs pour les parents que pour les enfants, parce qu'on sait que les outils numériques sont des grands ennemis du sommeil. Voilà, et qu'aujourd'hui, un gros problème, c'est la diminution du temps de sommeil et de la qualité du sommeil. Voilà, à la louche, très vite, pour continuer la métaphore alimentaire, très vite. Mais alors, voilà, donc s'il y a des questions, à partir de là, je veux bien essayer d'y répondre. Ah, je vous entends plus. Je ne vous entends plus. Vous avez coupé votre micro. Ah voilà, ça y est, ça fonctionne, il me semble. En revanche, vous avez raison de me couper quand je parle, parce qu'il y a un bruit de fond très fort de votre côté, qui doit être technique. Oui, mais moi aussi, il est aussi chez vous, malheureusement. Alors, remettez votre micro. Vous avez coupé votre micro encore. Oui, voilà. Je disais que le bruit technique était partout. Alors, j'essaye d'enlever mes écouteurs, mais j'ai l'impression que c'est lié à notre application et pas simplement… Enfin, voilà. Il est aussi chez vous, malheureusement. Alors, donc, en fait, si je comprends bien, vous avez défini dans votre travail des âges balises, en fait. Des âges un peu repères pour finalement aider les parents, c'est ça? Aider les professionnels, les parents à se repérer par rapport… Alors, c'est quoi en fait ces âges? C'est par rapport au développement de l'enfant, là où il en est dans son développement et sa croissance? Oui, alors écoutez, il faut vous expliquer un peu comment tout ça est né. Vous savez peut-être qu'en 2006, il y a 2 chaînes de télévision émettant du territoire anglais qui ont essayé de s'imposer en France. C'était des chaînes de télévision qui prétendaient fabriquer et mettre des programmes spécifiquement dédiés aux enfants de moins de 3 ans. Donc j'avais déjà écrit des articles, des livres pour mettre en garde des parents contre les dangers d'une surconsommation d'écran, surtout pour le tout petit. Mais alors là, excusez-moi la formule, la moutarde me montait au nez parce que même ces chaînes de publicité, ces chaînes de télévision disaient voilà, laissez marcher la télévision dans la chambre de votre bébé toute la nuit et quand il se réveillera, eh ben il se rendormira tranquillement sans vous déranger. Voilà, donc c'est la nouvelle babysitter nuit et jour. Hein, voilà. Donc, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit c'est un scandale et j'ai énormément protesté lors du lancement de la première de ces 2 chaînes et finalement après tout est retombé. Au moment du lancement de la deuxième, j'ai lancé une pétition et là on a pu se fédérer avec des camarades
on a pu monter au Conseil supérieur de l'audiovisuel, monter au ministère de la Santé et provoquer une riposte publique. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai lancé le slogan « Pas d'écran avant 3 ans ». Et puis des amis m'ont dit après, bon, c'est bien, on a compris, pas d'écran avant 3 ans, parce que les écrans retardent le développement du langage et ils empêchent le développement de la reconnaissance des mimiques, voilà, peuvent provoquer des problèmes de déficit moteur, voilà. Donc les gens m'ont dit, bon, on a très bien compris, évitons les écrans avant 3 ans. Les écrans à l'époque, c'était que la télé. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Alors je me suis dit, ben oui, il faut donner des tranches d'âge. Et en France, on rentre à l'école élémentaire à 6 ans, et puis vous savez que 9 ans, c'est souvent un âge important pour l'enfant, l'âge d'ailleurs où il commence à vouloir aller sur Internet, hein, quand il n'a pas commencé avant. Et puis 12 ans, ben, c'est l'âge où il a trouvé ses repères en collège, parce qu'il rentre à 11 ans en général, mais la première année, c'est pas encore bien le collège, c'est un peu un prolongement de la primaire. Donc je me suis fixé sur 3, 6, 9, 12. Des amis m'ont dit ça correspond pas aux catégories de Piaget, vous savez, le fameux psychologue pédiatre, développement de l'enfant. J'ai dit je m'en fiche, moi ça me paraît bien. Et l'éducation nationale, comme vous savez peut-être, a décidé il y a quelques années que 3, 6, 9, 12, c'était les repères pour définir cycle 1, cycle 2, cycle 3. Donc maintenant, les repères 3, 6, 9, 12, c'est clair pour tout le monde, ça correspond à cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et effectivement, ça fonctionne parfaiement dans ces tranches d'âge-là. Est-ce que l'éducation nationale s'en saisit de cette éducation liée à l'écran? Est-ce que c'est aussi pour vous le rôle de l'école de se saisir de ces outils numériques, d'apprendre à vivre, à travailler avec, et finalement d'en faire un outil éducatif comme un autre, et de la pédagogie autour de l'utilisation de ces écrans? Oui, absolument, mais l'éducation nationale est très consciente de la nécessité de s'en saisir. Alors, ceci dit, il y a beaucoup d'enseignants n'ont pas grandi avec le numérique, et beaucoup d'enseignants ont de la difficulté à s'en saisir, à l'utiliser. Moi, ce qui me paraît important par rapport à la pédagogie, c'est que je le répète, je fais régulièrement des interventions auprès du personnel d'éducation nationale. Il faut changer la manière d'enseigner. Il ne faut pas vouloir utiliser le numérique pour enseigner comme aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui disent qu'avec le confinement, l'enseignement a eu lieu en distanciel. Non, pas du tout. L'enseignement tel qu'il a été fait la plupart du temps pendant le confinement, c'était une mise à distance d'un enseignement en présentiel. Et au lieu d'avoir un enseignant à son bureau ou debout sur l'estrade ou sur le plancher qui fait son cours, on avait le même devant une webcam. Mais c'était une mise à distance d'un cours fait pour le présentiel. C'était pas un cours repensé pour le distanciel. Donc aujourd'hui, tout le débat justement, c'est d'arriver à faire en sorte que les enseignants prennent conscience et qu'ils soient aidés, évidemment, il faut qu'ils soient aidés, pour que les cours en distanciel soient vraiment des cours adaptés à l'outil numérique. Voilà, c'est actuellement le challenge, travailler avec les enseignants pour qu'ils fassent leurs cours autrement, parce qu'on ne peut pas faire devant une webcam le cours qu'on fait devant 30 élèves qui regardent l'enseignant, qui voient son corps, qui le voient bouger, qui peuvent interagir avec lui. Est-ce qu'il faut que ce soit des cours plus courts, du coup, des cours qui soient davantage interactifs? Qu'est-ce que vous préconisez Alors, j'imagine bien que ça dépend des âges. On ne fait pas la même chose en fin de primaire et au collège, par exemple. L'important, c'est que ce soit beaucoup plus interactif. Mais vous savez, ça, c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup de pédagogues depuis des années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un enseignant qui fasse son cours, mais par exemple que les quelques élèves soient invités à préparer le cours de manière à ce que ce soit eux qui fassent le cours et l'enseignant se met dans le fond de la salle et pose des questions pour vérifier que ceux qui font l'exposé ont bien compris et que les autres élèves aussi. Ça s'appelle la classe inversée et beaucoup d'enseignants n'arrivent pas à franchir ce pas. On parle aussi beaucoup du tutorat entre élèves parce que lorsqu'un élève explique à un autre, celui qui explique gagne tout autant à l'explication qu'il donne que celui à qui il donne une explication. Donc il faut aussi introduire le tutorat entre élèves. Et puis ce qu'on appelle la pédagogie de projet, inviter les enfants à anticiper l'année scolaire en préparant des projets collaboratifs, donc encourager la collaboration entre élèves. Vous savez, c'est tragique parce que le système scolaire est fondé essentiellement sur la performance individuelle. On note les enfants, les parents disent comment t'es 15e, voilà, il faut que tu sois dans les 10 premiers et tout. Alors que dès qu'un enfant a fini sa scolarité, ses études et qu'il rentre dans la vie professionnelle, la première chose qu'on lui demande, c'est d'être capable de travailler avec ses collègues.
Or, il n'a jamais appris. Et quand deux enfants travaillent ensemble, il y a des enseignants qui leur reprochent d'avoir travaillé ensemble et d'avoir copié l'un sur l'autre. Donc, c'est le monde à l'envers. Voilà. Et donc, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle abusivement la révolution numérique n'a pas de sens s'il n'y a pas d'abord une vraie révolution pédagogique, éducative. Et s'il y a une révolution éducative, pédagogique, le numérique s'insère facilement dedans. Si les enseignants enseignent autrement, utilisent par exemple des petites vidéos récupérées sur YouTube, un petit peu de face à face, un petit peu de vidéo, un petit peu de tableau noir, un petit peu d'animation, ça peut durer 45 minutes, 1 heure, mais l'attention des élèves est relancée, et puis surtout de la pédagogie de projet, du collaboratif, du tutorat entre élèves. Donc en fait, ce que vous proposez, c'est finalement, mais c'est les intentions, il me semble, des pédagogues de plus en plus, c'est d'utiliser en fait ces nouvelles technologies pour faire classe et toutes les outils et la créativité qu'ils peuvent nous apporter, que ce soit à l'école, mais aussi à la maison, parce que les écrans, finalement, on les vit beaucoup seuls. On est seul face à son écran. Et vous, ce que vous dites, c'est que ça peut être aussi un moyen d'échange, un moyen de discuter de ce qu'on fait sur les écrans, et peut-être, j'imagine, un moyen de vivre des moments aussi en famille. Oui, alors revenons à la famille, en effet, effectivement. Vous savez, j'ai été très vite tout à l'heure, mais il est bien évident que dès que l'enfant commence à être introduit aux écrans, idéalement à partir de 3 ans, il faut privilégier les écrans partagés. C'est-à-dire privilégier quoi, par exemple, dans les écrans partagés, c'est-à-dire qu'est-ce que vous films qu'on peut regarder ensemble. Alors, vous savez, beaucoup de familles ont regardé beaucoup de films de Funès, voilà, par exemple, pendant Laurel et Hardy, voilà, tous ces films dont on ne se lasse pas, voilà, Bourvil et tout. Et donc ça, on peut regarder facilement en famille, pas à partir de 3 ans, mais à partir de 8, 9, 10 ans. Et puis, les jeux vidéo, beaucoup de parents ont découvert la possibilité de jouer avec leurs enfants à des jeux vidéo pendant le confinement. Donc, si vous voulez, avoir des moments partagés. Alors, c'est peut-être pas les moments partagés que certains parents voudraient avoir. Peut-être certains parents préféreraient courir en forêt avec leur enfant plutôt que de partager un jeu vidéo. Mais en période de confinement, on n'a pas tellement le choix. Donc, il faut continuer à partager. Et le fait qu'on partage autour des écrans, il faut comprendre que ça a beaucoup d'avantages pour l'enfant. Tout d'abord, ça lui montre que ses parents ne méprisent pas ses activités d'écran. Donc, ça lui permet d'en parler. S'il a l'impression que ses parents méprisent, il va rien en dire. S'il a l'impression que son parent s'intéresse, bon, d'abord, indépendamment du fait de partager quelque chose, il y a l'idée que l'enfant va pouvoir en parler. Et s'il peut en parler, ben, il va être obligé encore une fois, de se socialiser dans le langage. Et ça, c'est encore une fois, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Vous savez, il y a des études qui ont montré que le retard des élèves français n'est pas tellement en grammaire, en orthographe. Il est en capacité de construire des phrases qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Et on le voit même dans le supérieur, à l'université. Des étudiants se retrouvent avec une mauvaise note, ils ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils disent, regardez monsieur, la première phrase elle est juste, oui, la deuxième elle est juste, oui, la troisième aussi, oui. Le problème c'est qu'il n'y a pas de lien entre la première, la deuxième et la troisième phrase. C'est ça aujourd'hui qui manque. C'est ça qu'il faut faire travailler aux élèves. Et rien ne vaut mieux pour ça que la pédagogie de projet à l'école et en famille, parler de tout ce qu'on fait, de ce qu'on mange, de la cuisine qu'on vient de fabriquer, du jeu auquel on vient de jouer, du film qu'on a regardé. Alors, à 3 ans, on introduit doucement les écrans, de préférence dans des moments qui sont partagés en famille. Et puis, progressivement, à 6 ans, c'est ça, c'est votre deuxième balise. On peut peut-être autonomiser un petit peu plus l'enfant sur les écrans. Oui, en lui donnant un petit carnet, en lui demandant de noter son temps d'écran. Alors là, vous dites oui. 1 heure d'écran, mais pas plus, c'est ça? Oh non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que, si vous voulez, ça, c'est quand on est obligé de donner des heures. Alors, quand on est obligé de donner des heures, on ne sait pas quelles heures donner. Alors, il y a une convention qui fait qu'on se replie sur les préconisations de l'Académie américaine de pédiatrie, qui d'ailleurs ne sait plus très bien où elle en est, parce que l'explosion de consommation d'écran, 8 heures par jour. Alors on dit non, il ne faut pas dépasser 2 heures, on est à 8 heures dans les familles américaines. Donc, vous voyez bien qu'il y a un décalage. Non, ce que je dis, c'est qu'il faut éviter d'aller au-delà d'1 heure. Si vous allez au plus, il faut essayer de rattraper le temps que l'enfant passe devant un écran, seul, souvent, par une activité partagée. Donc, il ne faut pas culpabiliser les parents. Il y a des tas de parents qui rentrent du boulot. Ils sont
ils sont épuisés. Il y a beaucoup de parents célibataires, enfin beaucoup de parents seuls, hein, isolés. Donc, du coup, ben, ils peuvent avoir besoin que leur enfant fasse quelque chose. Bon, si l'enfant a pris l'habitude d'être devant un écran, hein, ça va être difficile de lui enlever brutalement. Donc, et ce qu'il faut, c'est que le parent comprenne que si un enfant passe du temps devant un écran, il y a un certain nombre de choses qu'il n'apprend pas. Il n'apprend pas à interagir, il n'apprend pas à parler, il n'apprend pas à se réguler sur les mimiques de l'interlocuteur. C'est quand on parle, on se régule toujours sur les mimiques de l'interlocuteur. C'est même plus facile de vous parler quand vous me souriez et que vous hochez la tête que si j'avais une photo à la place de votre visage. Donc heureusement, on n'a pas la photo de l'autre quand on parle avec lui à table, dans la rue. Voilà, on le voit vraiment. Et alors du coup, c'est important que les parents qui sont obligés par leur vie de laisser leur enfant se tendre devant l'écran, ils comprennent qu'il faut rattraper ça. Rattraper en communiquant, en ayant une activité commune. Alors, par rapport aux balises aussi, je vous disais tout à l'heure, avant 3 ans, évitons. Entre 3 et 6, c'est les écrans distractifs. Il y en a d'excellents, il faut choisir les bons programmes. Par exemple, les Télétubbies, alors c'est plus très à la mode, mais il avait été montré que ça appauvrissait le langage. Par contre, Dora l'exploratrice, ça peut présenter d'autres inconvénients, mais Dora l'exploratrice enrichit le langage de l'enfant. Et donc, à partir de 6 ans, il existe, comme je vous disais, des outils créatifs comme Minecraft, comme faire de la photographie numérique, faire des petits films image par image, puisque sur les tablettes, on a la possibilité d'avoir accès à un logiciel en accès libre pour faire des films image par image. Voilà. Et donc l'importance à ce moment-là, c'est d'accompagner. Vous savez, dans les 3, 6, 9, 12, c'est pas seulement 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, c'est aussi 3 conseils, trois repères que j'appelle les 3A. C'est alternance, hein, comme pour la nourriture, on fait des choses variées. Si un enfant joue toujours au même jeu vidéo, il faut vite lui en acheter un autre, l'inviter à regarder un film ensemble, pour l'inviter à découvrir la multiplicité des écrans. Donc alternance, accompagnement, hein, évidemment. Il a été montré qu'un enfant qui bénéficie d'un parent sur un jeu vidéo apprend beaucoup mieux ce que ce jeu vidéo peut lui apprendre, ce qu'on appelle l'immersion partagée, la co-immersion, l'accompagnement actif. Et puis, troisième conseil, troisième A, l'apprentissage d'autorégulation, qui se fait en fixant une tranche horaire quand l'enfant est petit, entre 3 et 6 ans. Voilà, ta tranche d'écran, c'est 1 heure et c'est à telle heure. Et puis, quand l'enfant grandit, le petit carnet. Puis, toujours veiller à limiter le temps d'écran, mais toujours veiller aussi à construire ces fameux pare-feux, hein, ces fameux facteurs de protection, au premier rang desquels il y a le fait de parler des écrans que l'on regarde. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous préconisez, c'est en introduisant doucement, progressivement, et l'enfant apprivoise l'écran et finalement il s'autorégule. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la situation où les parents se mettent dans des colères pas possibles parce qu'ils arrachent l'écran de leurs enfants qu'ils n'arrivent pas à maîtriser finalement. Alors sans culpabiliser personne, mais donc l'idée c'est, on commence petit à petit, on éduque en fait, on éduque finalement. Voilà, Dès le début et on éduque aux écrans. Et c'est vrai qu'éduquer aux écrans, il faut aussi peut-être éduquer un petit peu s'éduquer soi-même lorsqu'on est parent parce qu'on n'a pas forcément grandi avec tous ces écrans-là. Et donc, il y a toute une éducation à faire aussi en tant que parent dans l'accompagnement de l'enfant. Et donc, c'est là où les échanges, j'imagine, peuvent naître entre les parents et les enfants. Oui, alors quand on parle d'autorégulation, beaucoup de parents ont des yeux ronds, ils disent mais comment ça, apprendre l'autorégulation? Il y a quelque chose qu'il faut bien que les parents comprennent, c'est que l'autorégulation, on l'apprend par paliers, par étapes. Mais il y a une première marche, une première étape que l'enfant doit absolument franchir, que nous devons tous franchir, c'est apprendre à attendre. Or, nous sommes, comme vous savez, dans une culture où nous apprenons de moins en moins à attendre. Bientôt, Amazon nous promet de nous livrer dans l'heure. Voilà, quel que soit ce que nous demandions. Donc, nous sommes constamment invités à ne pas attendre. Or, il est bien évident que si on pouvait promettre à nos enfants qu'ils n'auront jamais à attendre dans leur vie, eh bien, pourquoi leur apprendre à attendre? Mais il y a bien des circonstances dans lesquelles ils vont être obligés d'attendre. Ne serait-ce qu'avec un petit ami, une petite amie, ils peuvent attendre qu'il y ait une réponse à leurs sollicitations. Et des fois, c'est un peu long à arriver. Il ne faut pas brutaliser non plus. Il faut apprendre à attendre. Et donc, il y a un domaine dans lequel les parents savent très bien apprendre aux enfants à attendre. En général, c'est la nourriture. Dans beaucoup de familles, on mange à heure fixe et quand
quand on mange par exemple à 20 heures le soir et qu'à 19 heures l'enfant va vers l'armoire pour prendre du chocolat, il y a un parent pour lui dire écoute, non, on ne mange pas du chocolat 1 heure avant de passer à table. Ben, que font les parents? Ils éduquent leur enfant à apprendre à attendre. Le problème, c'est que si l'enfant dit ben moi à 2 heures de l'après-midi je mets la télé, ben les parents laissent faire et ils n'apprennent pas à l'enfant à attendre. Donc, oui, apprendre à attendre, ça veut dire fixer une tranche horaire, obliger l'enfant à apprendre à attendre cette tranche horaire. Et vous avez tout à fait raison, c'est éduquer, je dirais, c'est civiliser. Si vous voulez, reprenons la comparaison alimentaire. Pour se nourrir, c'est pas compliqué. Il suffirait que dans chaque famille, il y ait une marmite de nourriture, soit des pâtes, du riz, du chili con carne, et ce que vous voulez. Et puis, quand les gens auraient faim, ils passeraient à côté, ils en mangeraient. Même chose en entreprise, pas de cantine. Il y a une grande marmite, quand les gens ont faim, ils en prennent. Bon, on sait bien que dans toutes les cultures, la prise de nourriture a été ritualisée. On s'assoit à heure fixe, voilà, et puis on a une assiette devant soi, et puis on a dans notre culture un couteau, une fourchette, une cuillère éventuellement, et puis on ne parle pas la bouche pleine, et puis on attend son tour pour être servi, on présente son assiette si dans la famille, voilà. Et donc la prise de nourriture qui se fait simplement chez les animaux est extrêmement intégrée dans des rituels culturels qui ont, à mon avis, essentiellement pour fonction d'apprendre à attendre, d'apprendre à se civiliser. Or, actuellement, avec les écrans, nous sommes comme le chat avec ses croquettes, c'est-à-dire mon téléphone sonne, pouf, je le sors de ma poche. Et même si je suis en train de parler avec quelqu'un, mais voyez, ça prouve que nous vivons les écrans sauvages. Il faut apprendre à civiliser les écrans, comme nous avons appris à civiliser la nourriture. Alors, pour la nourriture, il y a eu des centaines de milliers d'années. Pour les écrans, allons un peu plus vite, voilà. Mais en tout cas, c'est ça l'objectif. Et là où vous aviez raison, c'est de dire, mais les parents aussi. Les parents mais aussi. oui. Mais j'imagine que les enfants se construisent par mimétisme. Donc finalement, il faut peut-être d'abord que nous aussi, en tant qu'adultes, on s'éduque. Et qu'est-ce que c'est difficile parce que c'est extrêmement addictif, les écrans. Oui, alors il y a des études américaines récentes, enfin d'il y a 2 ans, 1 an, qui attirent beaucoup l'attention là-dessus, autour d'un phénomène qui porte un nom un peu compliqué, ça s'appelle technoférence. C'est quoi la technoférence? C'est l'attitude d'un parent qui utilise son téléphone mobile pour ses propres activités quand il est censé interagir avec son bébé ou son enfant. Il joue par exemple avec l'enfant et puis il a quand même un œil sur son téléphone mobile, ou il regarde un spectacle avec l'enfant, il a un œil sur son téléphone, ou il discute même avec l'enfant, il a un œil sur son téléphone mobile. Or, il a été montré que lorsque l'enfant comme ça voit son parent accaparé par son téléphone mobile, le parent fait des phrases beaucoup plus courtes parce qu'il a l'attention prise ailleurs pour répondre à son enfant, et il a des mimiques plus pauvres parce qu'une partie il y a une charge mentale qui est associée à son écran, et donc du coup l'enfant peut se sentir abandonné. L'enfant peut présenter ce qu'on appelle des troubles de l'attachement. Il a l'impression que ses parents lui accordent moins d'importance qu'au smartphone. Alors ça a deux conséquences, c'est que l'enfant n'a qu'une idée en tête, c'est d'avoir lui-même un smartphone pour faire pareil. Et beaucoup d'enfants veulent un smartphone parce qu'ils voient constamment leurs parents sur un smartphone. Une autre conséquence, c'est le sentiment d'abandon, c'est les difficultés relationnelles, et même les recherches américaines ont montré beaucoup plus d'accidents dans les jardins publics, chez les tout-petits, parce que les accompagnants sont sur leur téléphone mobile, ne les surveillent plus. Donc les parents ont vraiment un effort à faire quand on veut un enfant aujourd'hui. Il faut savoir que si on fait de l'alpinisme, on en fera probablement moins. Les grandes balades en montagne, on en fera moins avec un tout petit bébé. Mais il faut aussi se dire que le téléphone mobile, à tout moment, il y en aura moins. Et ça, c'est toujours au pédiatre. Prévenez les parents que non seulement ils vont devoir renoncer à un certain nombre de choses provisoirement, évidemment, mais ils vont aussi devoir mettre des limites à leur utilisation de téléphone mobile. Et surtout, dans 2 moments importants, la prise de repas en commun, ne jamais utiliser un téléphone mobile pendant un repas pris en commun, et puis ne jamais emmener un téléphone ou n'importe quel autre outil numérique dans sa chambre la nuit. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le consulter, par exemple, entre 20h et 22h dans sa chambre pour être tranquille, mais pas le laisser dans sa chambre allumée, parce qu'un téléphone mobile, c'est une machine à vous solliciter sans arrêt. Un ami peut appeler, un copain, vous pouvez ne pas dormir et vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, et du coup, ça va détériorer le sommeil. Jamais pendant le repas, jamais dans la chambre la nuit. Il faut s'acheter un réveil. Et puis la chambre, c'est aussi un endroit de grande intimité. Est-ce que finalement faire rentrer le téléphone dans la chambre où on parle à plein de gens, c'est comme faire rentrer un tiers dans la maison, dans l'intimité, non?
Oui, alors les tiers rentrent beaucoup dans nos maisons. Moi, je vois que vous avez des superbes rideaux, par exemple. Donc, voilà. Oui, vous voyez 3, 6, 9, 12 derrière moi. Bon, ça, c'est pas une surprise. Voilà. Donc, avec ce genre de vidéoconférence, on entre beaucoup plus chez les gens. Vous avez raison pour le téléphone mobile, mais si vous voulez, chacun gère son intimité comme il le veut. Hein. Voilà, il y a des gens il y a des gens qui mettent un fond d'écran, par exemple, quand ils font une vidéoconférence de chez eux. On a que l'embarras du choix. Hein. Voilà. Mais en revanche, le sommeil, ça, aujourd'hui, c'est l'unanimité parmi les chercheurs. Il y a des points qui ne sont pas encore très clairs sur les conséquences des écrans, mais il y a un point qui est partagé par tous les chercheurs, c'est la question du sommeil, en quantité, en qualité. Parce que, en quelques mots, hein, pour que les gens comprennent, c'est parce que la journée, il fait jour, voilà, il fait jour pourquoi? Parce que le soleil nous fournit beaucoup de lumière bleue. Le soleil nous fournit un spectre de lumière, il y a toutes les couleurs, comment c'est l'arc-en-ciel, mais surtout la lumière bleue qui nous permet de voir. Et puis la nuit tombe, et puis nos écrans, ils fonctionnent avec des lumières bleues très fortes qu'on appelle des LED, des lampes LED, des petites lampes qu'on ne voit pas et qui sont partout dans nos écrans. Et ces lampes bleues, elles continuent à faire croire à notre cerveau que c'est la journée. Par nos yeux, on voit la lumière de l'écran et le signal arrive jusque dans notre cerveau qu'il fait jour, c'est la lumière bleue. Ce qui fait que quand on arrête l'écran et qu'on va se coucher, on a de la peine à s'endormir parce que pour notre cerveau, on ne passe pas de midi à 22 heures en 10 minutes. Et donc, il y a un temps d'endormissement beaucoup plus long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est conseillé aux gens de faire un vrai couvre-feu numérique, d'arrêter les écrans 1 heure. Il y en a qui disent une demi-heure, il y en a qui disent 1 heure et demie, mais enfin, disons au moins une demi-heure et idéalement 1 heure avant d'aller se coucher. Mais il ne faut pas non plus remplacer la lumière bleue des écrans par la lumière bleue d'halogène qui crache de la lumière bleue, parce que toutes les lampes crachent de la lumière bleue. En fait, il faut diminuer toutes les lumières avant d'aller se coucher. Est-ce que vous avez d'autres astuces à nous donner? Je sais pas, j'imagine qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui nous écouteront, qui se disent, mais moi j'ai une relation très addictive avec les écrans, j'ai du mal à m'en sortir, j'ai du mal à les mettre de côté. Est-ce que vous avez quelques astuces que vous avez pu développer ou que vous partagez lorsque des personnes vous disent ce genre de choses? Oui, bien sûr. Alors tout d'abord, parler en termes d'addiction, ça fait peur, hein, parce qu'on voit tout de suite l'héroïne, l'alcool, le tabac, voilà. Pour arrêter de fumer, j'ai dû m'y reprendre à 8 fois, 7 fois j'ai rechuté, voilà. Donc c'est une comparaison terrible. Il vaut mieux penser en termes de mauvaises habitudes. Et d'ailleurs, même sur le plan scientifique, c'est pas faux parce que vous savez, quand quelqu'un arrête de fumer, en général, il rechute, mais dans le cas des écrans, il n'y a pas de risque de rechute et il n'y a pas non plus de syndrome de sevrage physiologique. Quand on prive un ado de son écran, il n'est pas content, mais on n'est pas obligé de l'hospitaliser parce qu'il a fait un syndrome de sevrage. Voilà. Donc, pensez plutôt en termes de mauvaises habitudes. Alors, comment on va faire pour essayer de s'améliorer? Alors, d'abord, comptez sur les amis, comptez sur la famille. Si on établit des règles en famille, si chacun décide de ne pas utiliser son téléphone mobile le soir, on prévoit un système, je sais pas, une punition, ceux qui le décrochent, ceux qui l'utilisent, ceux qui répondent à un appel fait la vaisselle, je sais pas, ou il met 1 euro dans une cagnotte, je ne sais pas. Donc, quand on est avec des amis au restaurant, on met tous les téléphones mobiles sur la table, retournés, et évidemment, il y en a qui sonnent, et le premier qui prend la conversation paye l'addition, voilà. On essaie de se faire aider par les amis. Et puis, 2 conseils quand même personnels pour les utilisateurs. Le premier, c'est que quand on se met devant un écran, il y a 2 questions qu'il faut toujours se poser. La première question, c'est est-ce que j'allume cet écran pour le plaisir que je vais y trouver? Par exemple, voilà, je vais regarder un film que j'ai vu ou que j'ai pas vu, mais que j'ai vachement envie de voir, donc je le mets, voilà, c'est pour le plaisir que je vais y trouver. Ou alors, est-ce que j'allume mon écran parce que je suis angoissé, parce que il y a des choses auxquelles j'ai pas envie de penser, parce que je me sens trop seul, parce que je suis désespéré, quoi, presque, voilà. Et donc, du coup, là, il faut faire très attention parce que si on ouvre un écran pour le plaisir qu'on y trouve, ben ça dure le temps du programme. Si on l'ouvre parce qu'on va pas bien, on risque de passer la nuit devant. Et donc la deuxième question, c'est quoi qu'il arrive, quand on ouvre un écran, il faut toujours se demander à quelle heure on l'arrêtera. C'est toujours très facile d'ouvrir un écran. On l'ouvre parce que, bon, ben tiens, je vais regarder un épisode de ma série. Oui, mais vous savez, c'est tellement bien fait sur Netflix ou YouTube.
les épisodes s'enchaînent les uns derrière les autres. Un troisième, Voilà. Et donc, il faut se fixer un horaire de fin. Moi, je dis. Et d'ailleurs, ça rejoint la question d'autorégulation. Moi, je conseille toujours aux parents, quand leur enfant est sur un ordinateur de jeu, une tablette, de lui dire, mais à quelle heure tu as commencé, à quelle heure tu comptes finir? Et en tant que parent, en tant que n'importe quel âge, toujours me poser ces deux questions. Est-ce que je me mets dessus parce que j'ai, pour le plaisir que je vais y trouver, ou bien parce que parce que je suis inquiet seul, etc. Mais alors peut-être que si je l'allume parce que je suis inquiet ou seul, je pourrais faire autre chose, téléphoner à une amie, fixer un rendez-vous avec un copain, voilà, faire un échange par Skype, voilà, préparer un petit repas Skype, voilà, petite chose, et on mange devant quelqu'un qui mange de son côté. Voilà, faire une autre activité. Et puis encore une fois, savoir à quelle heure on arrêtera. Si on décide pas à quelle heure, quand on décide à quelle heure on arrêtera l'écran, on dépasse toujours un peu, mais quand on ne décide pas à quelle heure on arrêtera l'écran, on dépasse toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors il y a peut-être des personnes, encore une fois, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter et qui se disent, mais ah ouais, mais alors moi, j'ai vraiment tout loupé depuis que mes enfants sont nés. Et aujourd'hui, c'est vrai que bah, ils passent beaucoup de temps devant leurs écrans. C'est très conflictuel quand je veux et voilà. Et donc des parents qui peuvent être inquiets, peut-être des conséquences ou de voilà ne pas savoir gérer, ne pas réussir à mettre des limites en dehors des sanctions ou des punitions. Qui est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes-là? Écoutez, reprendre avec d'autres mots ce que je vous disais tout à l'heure, il faut arrêter de se fixer uniquement sur le temps d'écran. Il faut vraiment penser les écrans comme on pourrait penser la lecture d'un livre. On peut lire une nuit un livre complètement abrutissant, hein, voilà. Il y a des livres quand même hyper dangereux, hein, voilà. Si vous voyez quelqu'un qui lit Mein Kampf en boucle, c'est pas bon signe, voilà. Et donc c'est pas parce que c'est un livre que c'est bien. Il y a des livres trop problématiques. Et donc quel est l'objectif, c'est de comprendre que à tout âge, il existe des facteurs de protection et qu'à tout âge, il est possible de développer une relation aux écrans qui intègre une dimension épanouissante. Et la dimension épanouissante aux écrans, elle n'est pas seulement liée à la qualité de ce qu'on regarde, elle est aussi liée aux relations qu'on a autour de ce qu'on regarde. Par exemple, si vous utilisez une après-midi votre téléphone mobile pour faire ce qu'on appelle maintenant du doom scrolling, c'est-à-dire visualiser toutes les catastrophes qui arrivent partout, qui peuvent arriver, qui sont arrivées, bon ben, c'est tout seul dans votre coin, c'est abrutissant. Mais si vous utilisez votre téléphone mobile pour interagir avec des amis, pour faire passer des dessins drôles sur la pandémie, pour faire des petites vidéos, bon ben, c'est très créatif. Donc il faut sortir de l'idée du temps seulement d'écran et il faut déjà comprendre si l'utilisateur, si votre enfant, eh bien, il se contente de consommer ou s'il a aussi une activité de création, ou s'il nous relaye des informations d'autres camarades. Et puis, encore une fois, essayez de diversifier ses activités. Si votre enfant joue toujours au même jeu vidéo, ben, profitez des vacances de Noël pour lui en acheter un autre, voilà, de préférence dans un style très différent. Et puis regardez, essayez de partager des temps d'écran parce que peut-être que votre enfant aurait envie de regarder des films avec vous, mais il n'ose pas vous le demander parce qu'il a peur que vous lui répondiez, ben non, arrête, tu as déjà passé tellement d'heures dans ton coin, je ne vais pas en plus regarder quelque chose avec toi. Voilà. Donc il faut bien comprendre que l'antidote au trop d'écran, ce n'est pas seulement moins d'écran, c'est des écrans différents. C'est pour ça qu'à 36912, notre slogan, c'est pas apprendre à s'en passer, c'est apprendre à s'en servir pour apprendre à s'en passer. Et apprendre à s'en passer uniquement pour avoir du temps pour apprendre à s'en servir. Voilà. Mais il faut bien comprendre que rien n'est jamais joué. Et d'ailleurs, Noël, c'est une période propice parce qu'on peut prendre des bonnes résolutions pour l'année qui commence, voilà. Mais encore une fois, accorder beaucoup plus d'importance en famille au contenu des écrans que chacun regarde, prendre du temps pour en parler, avoir des écrans partagés, voilà, c'est autant de facteurs de protection, c'est autant de pare-feu contre les usages solitaires et parfois même déréalisants des écrans. Alors, vous avez évoqué quelques activités qu'on pouvait faire en famille. Donc, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on va
on va privilégier aussi, à côté des moments seuls face à son écran, des activités fédératrices, on pourrait dire, que l'on partage en famille. Et c'est vrai que les vacances de Noël, là, sont peut-être un moment propice, puisque c'est les vacances par excellence que l'on passe en famille. Est-ce que comme ça, vous avez, vous nous avez parlé des De Funès qu'on peut se revoir et ça fait toujours plaisir à toutes les générations. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça d'activités fédératrices avec les écrans qu'on peut faire en famille? Oh, ben, il faut que les parents regardent aussi des choses qu'ils aiment regarder. Hein. Voilà, si vous n'avez pas de Funès, vous n'allez peut-être pas vous forcer à regarder de Funès. Il y a d'autres choses à regarder. Mais l'idée, c'est de trouver des spectacles qui suscitent un intérêt à tous les âges. Vous avez les comédies musicales. Comédie musicale américaine, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Chantons sous la pluie. Oui, à n'importe quel âge, c'est fabuleux. Alors bon, il y en a d'autres hein, comme ça. Donc, et puis quand même, aujourd'hui, grâce à Internet, on peut trouver aussi des spectacles à voir. Je suis sûr que si vous tapez Chantons sous la pluie, comédie musicale, vous avez le nom du réalisateur, vous avez d'autres films qu'il a fait. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a tellement de plateformes, on arrive à les trouver. Hein, voilà. Donc, aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité pour avoir accès à des spectacles de qualité, il suffit de les chercher un peu, et on n'a jamais surtout eu autant de facilité pour avoir des activités de création sur Internet, hein, parce qu'aujourd'hui on peut se filmer, on peut se mettre sur Internet. Alors regardez les listes familiales aussi, beaucoup de familles ont découvert WhatsApp à l'occasion du premier confinement. Les gens continuent à s'envoyer des photos, des commentaires, voilà, toute une socialisation. Moi, j'ai jamais autant communiqué avec ma famille éloignée que je voyais rarement, avec laquelle je ne communiquais pas trop, sauf par quelques courriers rares en dehors des grands événements familiaux. Maintenant, on est beaucoup plus proches les uns des autres par WhatsApp ou par d'autres formes de communication à distance. Merci infiniment, Serge Tisseron, d'avoir été avec nous ce soir. On est très heureux à Caméléon d'avoir eu l'honneur de pouvoir vous interroger. Et puis donc ce live sera diffusé pour tous ceux qui n'ont pas pu se connecter ce soir. Vous n'étiez pas très nombreux, mais merci à tous d'avoir été là. Le live pourra être regardé en différé et sur YouTube également. Je voulais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à vous, Serge Tisseron, et puis à qui nous regardent. L'association Caméléon sera à la télévision, sur France Télévisions, le 27 décembre pour l'émission Voyarland, à laquelle nous participons et qui nous permettra, je l'espère, de récolter un maximum de fonds pour les Philippines. Ce sera donc le 27 décembre. Et puis, je voulais vous dire également à ceux qui nous regardent que c'est ce soir mon dernier live pour l'association Caméléon. Après donc 14 épisodes, je pars moi aussi vivre d'autres aventures. Donc, je voulais remercier Laurence Ligier et puis les équipes salariées, volontaires et bénévoles avec qui j'ai pu travailler ces derniers mois. Voilà, merci beaucoup Serge Tisseron et à très bientôt. À très bientôt. Bonne soirée à tout le monde.